Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützeburger Journal en Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche. Il vaut mieux en discuter au Parlement avec des représentants politiques, des partis politiques et des ministres plutôt que les garder cachés sous les tapis parce qu'un jour ou l'autre, ils vont de toute façon ressortir. Black Mirror, typiquement, c'est une série qui nous montre un futur qui est proche ou qui est déjà là. Maintenant, est-ce que je veux absolument être cité par quelqu'un de particulier? Il y a personne qui me vient maintenant à l'esprit, donc non, pas particulièrement. Bon, si c'est juste Fred Kolb, je me dis, bon, ce serait un peu dommage, mais pas par rapport à lui. Meine Witte von Haut ist ein Mann mit vielen Gesichtern und Aufgaben. Unter anderem ist ein Politikforscher, Medienforscher, Pop, den kreative Kap hat dem Lützburger Valomat Smartwille.lu, aber mal ehrlich sind, ist das alles just spitzt vom Eisberg. Wenn ich Raphael Kieske bei einer Party kennenlernen, da geht mir seinen Job folgendermaßen erklären. Alors, si on se rencontrait à une fête, au lieu de faire un podcast, généralement, j'ai pas beaucoup tendance à parler de moi-même. Je préfère poser des questions aux autres et s'ils me demandent ce que je fais, je dis de manière assez vague que je suis chercheur et enseignant à l'université. Et puis, parfois, ils s'arrêtent. Et parfois, les gens sont curieux et ils me demandent plus. Et c'est là que je suis assez embarrassé parce que je fais beaucoup trop de choses dans des domaines assez différents. Et alors, ça me met toujours un peu en difficulté. Et j'ai peur d'ennuyer les gens si je commence à dire tout ce que je fais. Gut, dass ich schon genug gefroht habe, sonst wird das heute die kürzeste Podcast-Episode an der Geschichte von Mein Element. Und ich kann euch versprechen, der Raphael litt nicht, wenn ihr seht, dass ganz viel Eisen am Forschungsfeuer hat. Ein großen Teil davon ist der Bereich E-Democracy, also die Vereinfachung von Informations-, Kommunikations- oder Transaktionsprozessen zwischen öffentlichen Institutionen, aber beispielsweise dem Bürger, und das durch Nutzen von moderner Technik. So, das ist so die fancy Erklärung. Ein bisschen mehr gehässige Remark ist, dass wir in Zukunft mit der E-Democracy nicht mehr an die Wahlkabine gehen, wir das Ganze über Insta-Stories machen. Wobei, das ist doch bestimmt alles nur Fantasie, oder nicht? Non, ça c'est la vision la plus, disons, c'est pas vraiment de l'e-democracy, ça, ce que j'appellerais, c'est d'exprimer de manière très simpliste des préférences, oui, non, avec un smiley. L'e-democracy est plus ambitieuse. Elle cherche vraiment à renforcer l'information et l'esprit critique des gens à travers l'utilisation des nouvelles technologies. C'est-à-dire, c'est l'idée d'utiliser des nouvelles technologies, premièrement pour informer, donc comment mieux informer les citoyens, par exemple, avant des élections. Et c'est là que, par exemple, qu'on a développé, c'est la plateforme qui s'appelle Smartwille, qui a été développée au Luxembourg à plusieurs reprises et qui maintenant est assez connue au Luxembourg aussi. Et voilà, ça c'est un exemple, à mon avis, intéressant de e-democracy parce que on sait très bien que avant les élections, la plupart des électeurs s'informent très peu, ont tendance à voter comme vote leur famille ou comme vote leurs proches ou sur un ou deux enjeux. Mais rarement quelqu'un va voter en s'informant sur une trentaine d'enjeux. Et on sait aussi qu'au Luxembourg, comme il y a un système de vote très compliqué, c'est-à-dire qu'on peut voter ou bien pour toute une liste, ou bien pour des candidats d'une même liste, ou bien pour des candidats de différentes listes. L'électeur peut se retrouver avec des dizaines et dizaines de candidats sur lesquels faire un choix, et il connaît pas tous les candidats. Et là aussi, ce type de système permet de connaître en détail les positions de chaque candidat, et il nous aide à dire, voilà, ce candidat est plus proche des positions, et puis on peut même regarder question par question où se situe le candidat. Voilà, à mon avis, une utilisation e-démocratique, si on veut, des nouvelles technologies. Et une autre utilisation, c'est de promouvoir l'interaction entre les citoyens, donc de promouvoir la délibération. Et là, il y a toute une série de plateformes qui sont là pour favoriser une bonne interaction entre les citoyens. Pas une interaction genre de RTL.lu où les gens s'engueulent et se traitent de tous les noms, mais un type d'interaction avec un modérateur où on essaie vraiment aux utilisateurs de faire un effort d'écouter ce que les autres ont à dire,
de faire un effort de se justifier. Enfin voilà, d'arriver à une forme de véritable délibération. Also ich weiß, wie dir geht, mir das ganze E-Democracy-Thema, ich blicke da noch nicht wirklich dadurch. Also für mich klingt das immer noch so ein bisschen zu viel in der Zukunft. So etwas, was vielleicht 2060 adaptiert kann gehen. Aber wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, ich benutze mir das zu Lützeburg schon ein paar Jahre. Und das aber ein richtig belebt Aderweis, obwohl, und das muss ich wirklich so in der Internetseite, ein bisschen verstöpst und designtechnisch wirklich ausbaufähig ist. Un autre exemple de e-democracy qui marche au Luxembourg, mais vraiment très très bien, c'est les pétitions en ligne de la Chambre des députés. Là, c'est énormément utilisé. Depuis qu'elles existent, elles n'ont pas arrêté d'avoir énormément de succès. Les médias en parlent tout le temps des pétitions en ligne. On a tout le temps des débats à la Chambre des députés autour des pétitions en ligne. Et c'est un instrument qui, ce que j'appelle, permet d'avoir une forme d'un sismographe de la société, de savoir un peu, voilà, quelles sont les préoccupations qui sont présentes de la société en temps réel. Et aussi, c'est un instrument qui correspond un peu à crever des abcès dans la société. Donc, il peut y avoir des thématiques, comme des thématiques identitaires par rapport à la langue, etc., qui, avant, ne s'exprimaient pas, ou s'exprimer dans les bars en criant « Oren, je sais pas quoi ». Et puis, elles n'avaient pas vraiment un endroit où s'exprimer de manière institutionnelle. Et les pétitions, typiquement, permettent à ces gens qui ont des opinions fortes de voir, voilà, j'ai ces questions sensibles. Et si elles reçoivent un écho dans la société, elles sont ensuite débattues au Parlement. Alors certains diraient « Ah mais non, certains enjeux, il aurait été préférable de les laisser sous le tapis et de ne pas en parler publiquement. » À mon avis, non. Il vaut mieux en discuter publiquement. Il vaut mieux en discuter au Parlement avec des représentants politiques, des partis politiques et des ministres plutôt que les garder cachés sous les tapis parce qu'un jour ou l'autre, ils vont de toute façon ressortir. Autant vaut les faire ressortir, débattre et créer une délibération autour plutôt que de les maintenir cachés parce que les cacher ne va pas les faire disparaître. Donc voilà, instrument pétition en ligne, un instrument qui marche super bien au Luxembourg, en dépit d'un site, le site a été changé, en dépit d'un site qui n'est même pas, qui est extrêmement simpliste. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On peut se dire, mais comment c'est possible qu'un site aussi rudimentaire ait un tel succès? Et c'est là qu'on voit que c'est pas la qualité du design qui compte, ça compte bien sûr, mais du design tout seul n'apporte pas la participation. C'est surtout de voir est-ce qu'on a développé un instrument qui répond à un besoin dans la société. Et là, je crois que deux exemples très forts, c'est les pétitions en ligne et ces smart fields. Là, c'est vraiment deux instruments qui répondent à un besoin d'information ou d'engagement dans la société. Die können Streaming-Zuschauer, die stecken sich gerade vielleicht beim Verbannen von Internet und Politik. Moment, das kenne ich doch von irgendwo. An der Netflix-Serie Black Mirror geht es nämlich genau das. Die Verbindung zwischen Technologie, Daten und Menschen. Und das geht nicht selten schief aus. Wobei, so eine Dystopie wie Black Mirror, ich meine, das kann nicht Realität gehen. Das ist unmöglich. Non, Black Mirror, typiquement, c'est une série qui nous montre un futur qui est proche ou qui est déjà là. C'est juste qu'elle le met en évidence, ce futur qui est proche. Et est-ce que tout est négatif avec l'utilisation des nouvelles technologies dans nos sociétés? Non, parce qu'on voit qu'il y a quand même des utilisations intéressantes pour rester ensemble, pour donner de la visibilité à des personnes qui avant n'en avaient pas de visibilité, des minorités, pour tout ce qui est culturel, tout ce qui est la musique, le partage de la musique. Donc il y a des choses, plein de choses qui sont incroyables et fascinantes dans le sens positif. Mais en même temps, on le sait tous, il y a tous les côtés négatifs, donc la colonisation des mondes digitaux par des intérêts commerciaux, le risque de profilage politique qui se développe de plus en plus,
le contrôle que des régimes autoritaires ont sur les médias sociaux. Donc voilà, il y a ces deux facettes de cette réalité virtuelle qui sont très fortes, aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Mais moi, ma peur initiale, c'est que justement, comme en restant dans l'esprit de Black Mirror, de l'intelligence artificielle, c'est que voilà, on aura tendance de vivre de plus en plus dans ce monde virtuel et qu'on se détache de l'essentiel, donc des rapports humains, qu'on se détache de la nature. Donc ça, c'était vraiment ça mon inspiration initiale, et je crois que je suis encore assez fidèle à cette crainte. Cette crainte que j'avais il y a longtemps, elle est toujours présente et peut-être encore plus forte aujourd'hui quand on voit que la plupart des gens passent leur temps devant leur téléphone portable et que donc ce monde virtuel, on le porte avec nous partout, n'importe quand, et que il va même pas faire. Et ce monde virtuel, qu'est-ce qu'il veut ? C'est prendre nos données, à comprendre quel est notre comportement pour puis nous vendre de la publicité. Et c'est tellement efficace que c'est nous-mêmes qui transportons partout notre téléphone, qui expliquons par où on se déplace, et c'est nous-mêmes qui volontairement, à travers Facebook, les médias sociaux, donnons toutes les informations possibles et imaginables pour être profilés. Donc c'est une conséquence assez terrible. Et dans les rapports sociaux, on voit de plus en plus des gens qui se rencontrent à travers ce monde virtuel, à travers des sites de rencontres. Voilà, donc ce qui est bien, c'est dans l'air du temps, on peut pas aller contre, mais ce qui présente aussi ses limites, parce que des gens que je connais, moi je le fais plus parce que je suis en couple, mais des gens que je connais qui le font, ils disent oui, bon, c'est toujours les mêmes personnes au Luxembourg qu'on rencontre, c'est marrant au début, mais après un peu, ça devient lassant, donc voilà. Politik a Medien begleet de Raphael seg beruflichen Alldag. Me wie es dann eigentlich am Privaten? Sitzt noch wie mir alle goer ab und zu wenger Terras, gëtt gegrillt, gëtt wëze kalte Wein rausgeschott, am Hintergrund lebt eng Beachbar-Playlist an Kollegen schnüssen einfach drauf lass. Bis zu dem Moment, wo Polizisten am Freundeskreis dann Story vom mega unfaire Protokoll gezielt kräen oder Lehrpersonal von der ganz fragwürdiger Edukationsmethode, Architekten, Doktoranden oder Leute aus dem Handwerk zwischen ein gesagt, ganz sehr just gucken sollen, an mir alle gedenken, puh, wir hätten einfach so für 5 Minuten hingehen. Was das beim Raphael auch so? Was sehen für seine frühere Kollegin, der Magnet für politische Gespräche? Est-ce que je parle beaucoup de politique? Pas tellement, en fin de compte. Mes filles, elles sont pas vraiment intéressées à la politique. Elles ont 9 et 11 ans. Elles commencent à s'y intéresser. Et je suis étonné j'ai étonné de voir à quel point elles s'y intéressent. Elles regardent le soir l'émission Logo. Donnerstagabend, ich bin Tim, das ist Logo und das Logo-Team hat diese Themen hier heute für euch vorbereitet. Émission d'information allemande et elle me parle de Trump, elle me parle de Joe Biden, elle me parle de la guerre en Ukraine. Je me dis, c'est fou comment... Moi, à cet âge-là, je m'intéressais mais absolument rien, je savais rien de rien. Et elle s'intéresse beaucoup à la politique. Je suis curieux de savoir comment ça se fait qu'il y a cet intérêt pour la politique. Et elle me parle de Madame Polfer, elle me parle de Monsieur Bettel et elle me dit... Tu connais Bettel? Je dis oui, je connais Bettel. Ah, elles sont admiratives. Oh, tu connais Bettel? Oui, mais j'ai dit on est à Luxembourg ici. Hein. Tout le monde connaît Xavier, ou quasiment tout le monde l'a rencontré. Moi, je l'ai rencontré quand j'étais jeune. Luxembourg, c'est une autre réalité. C'est pas comme connaître Obama. Pas que je dise que Bettel est moins qu'Obama, mais c'est qu'on est dans une petite société, donc il y a rien d'exceptionnel. Donc, pour revenir à la question, est-ce que je parle de politique? Pas. Oui, parfois avec les amis, mais je vais pas dire que quand je rentre à la maison, on parle de politique. On est tellement crevé qu'on préfère regarder peut-être Netflix que parler de politique. Als seiner Funktion als Medienforscher ass der Raphael an eng Projekt bedeelecht, den die verschiedene Medienlandschaften aus der EU man nie vergleicht, an die Entwicklung verfolcht. An du muss ich sagen, sie mir zu Lützeburg an enger ganz spezieller Situation.
Schon immer hunnech regelmäßig durch Programmer gesagt an dem Stu bisssen an die Deutsch Offer verläuft. Die engscheen was dem Sport, die anderen Norrichten, an dann immer noch ganz viel Sender, die kabelsweis oder ganz viel dazwischt. Et hat die Sender, die immer besicht, auf verschiedener die kategorisch schon mal ausgeschlossen. Zu Lützeburg ist das auch nicht. Du gibt ganz großen TV-Sender, ganz großen Radiosender, an eng ganz groß Internetseite, an die leben alle gut unter deinem Dach. Wie schätzt der Raphael die Situation an? Und mir zu Lützeburg das Problem von einem Monopol an allgemein, was geht sich an der Last Lützeburger Medienmarkt? Oui, bien sûr, on a quasiment un monopole dans l'audiovisuel qui est, vous avez pas fait le nom, c'est RTL. Évidemment, c'est RTL qui est un média commercial et qui est la seule offre audiovisuelle qu'on a au Luxembourg, ce qui rend le cas luxembourgeois assez unique du point de vue de la télévision, parce que c'est un média privé avec, et c'est ça sa particularité, des missions d'intérêt public. Donc ils ont ces deux éléments, mais c'est pas à proprement parler ça peut pas être un service public par définition, parce qu'un service public ne devrait pas avoir des intérêts commerciaux, bien que RTL peut faire des bonnes missions de service public. L'argument pour lequel le Luxembourg en a pas plus, c'est que il n'y a pas l'espace pour plus de médias audiovisuels et que ça représente des coûts qui sont élevés et que aussi les gains commerciaux qu'on peut avoir si on développait sont très limités parce que le marché est limité, en sachant que le public luxembourgeois est composé de 50% d'étrangers, RTL est purement luxembourgeois, et que les habitants luxembourgeois après consomment aussi ADR, ZDF, la télé allemande ou bien la télé française ou bien certainement même la télé anglaise. Donc bien que ce soit un monopole luxembourgeois, lui-même doit faire face à une grande compétition internationale. Par contre, si on regarde l'offre des journaux, à la fois en ligne et offline, traditionnels, là, il y a quand même une grande variété d'offres d'informations, même très élevée pour un petit pays comme le Luxembourg, avec quelques nouveautés qui sont très intéressantes. Déjà, c'est qu'il y a un passage de plus en plus en ligne, comme on voit le journal est passé en ligne et essaie de changer de ligne éditoriale aussi, donc essaie de changer de ligne éditoriale. On a des journaux d'investigation qui ont beaucoup de succès, comme Reporter.lu, et ça c'est une grande nouveauté au Luxembourg. C'est-à-dire que on a quand même, et ça c'est assez positif, des médias critiques, indépendants, de plus en plus présents. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus un journaliste d'investigation qui est en train de se développer au Luxembourg, de telle sorte que, surtout à travers Reporter, mais aussi la radio 100.7, les journaux cherchent de plus en plus à trouver leur place de manière originale. Donc il y a une transformation vraiment du paysage médiatique au Luxembourg, aussi avec la fin de Saint-Paul par rapport au Vort, et les médias sont politiquement de plus en plus indépendants de ce qu'ils étaient avant. Ça, c'est une grande transformation. Avant, on avait vraiment, si on veut, des médias soumis au parti. Ça, c'est quelque chose de positif. Par contre, on peut dire peut-être que il y a de plus en plus une influence commerciale par rapport aux médias, parce que les journaux ont tendance à gagner de moins en moins d'argent à travers la publicité, et donc il y aurait, et ça c'est à vérifier empiriquement, une influence quand même de plus en plus importante qui viendrait de la publicité sur les journaux. Bon, ça c'est ça que mon collègue a constaté aussi en faisant des interviews auprès des journalistes. Donc que l'autonomie politique est de plus en plus forte et que l'autonomie par rapport aux intérêts commerciaux est mise en danger au Luxembourg. Wann so viel publizeiert wie der Raphael, da geht natürlich auch gerne mal zitiert.
am Idealfall vun anderen bekannten Forscherinnen oder Forscher, wie noch einst du an Situationen oder vu Leiit, wo je net lo nëttgänger werden. Zum Beispiel am Wikipedia-Artikel vum Fred Kolb. Du geht nämlich dem Raphael seg Abschätzung zum W 2050 als Quell zitiert. Wie geht ihr nochmal da wann den Obemol an engem net wissenschaftliche Kontext zitiert gëtt? Vu wem geng de Raphael eigentlich mal enke gern zitiert gin? On est cité par différents auteurs, par différents responsables politiques de toutes les tendances. Voilà, donc moi je sais que il y a des gens de D-Link qui m'ont cité, des gens plus de centre, des gens de plus de la droite, donc ça me va très bien. Ah bah, après, maintenant, si je suis cité que par un parti politique, je vais commencer à me poser des questions. Mais si j'ai des citations qui vont dans différents sens, ça me dérange pas du tout, justement parce que je suis content de développer des arguments en dehors de toute idéologie politique, quoi. Donc parfois je peux développer des arguments qui l'adhèrent, mais ça c'est un argument qui nous convient, et d'autres fois c'est des arguments qui conviennent à D-Link. Ça tendrait à montrer l'indépendance de notre travail politique, de même que pour un instrument comme Smartfield, on n'en sait pas à l'avance quelle question va favoriser quel parti, parce qu'on ne sait pas comment les citoyens vont se positionner par rapport à ces questions. Mmh. Donc on essaie de faire une analyse qui est aussi neutre et approfondie que possible, et après on ne peut pas prévoir l'utilisation qui sera faite de notre analyse. Okay. Mais trotzdem ich froh, wenn du kennst von irgendeiner Person auf der Welt, egal auf welchem Milieu, also das kann am Sport sein, das kann Schauspieler, Politik, wenn du an irgendeinem Wikipedia-Artikel kennst erwähnt gehen von einer Person, von wem wäre das? Si je pouvais être cité par une personne sur Wikipédia, bah, j'ai déjà eu la citation que je voulais au tout début de ma carrière. Un de mes travaux avait été cité par Habermas, et pour moi, c'était déjà bien, quoi. C'était le premier article sérieux que j'avais publié dans une revue avait été cité par Habermas. Au début, je pensais que c'était une blague, et c'est les hasards des choses, et donc déjà, ça me suffisait. J'aurais pu arrêter ma carrière à ce moment-là, à 25, 26 ans, donc c'était déjà bien. Maintenant, est-ce que je veux absolument être cité par quelqu'un de particulier? Il y a personne qui me vient maintenant à l'esprit, donc non, pas particulièrement. Bon, si c'est juste Fred Kolb, je me dis bon, ce serait un peu dommage, mais pas par rapport à lui. Donc non, mais ouais, dans le monde académique, ce qui compte, c'est surtout les citations académiques qui comptent. Voilà, dans quelle mesure votre travail a été cité par d'autres auteurs. Okay. Pour moi, ce serait quelqu'un comme Michael Jordan. Voilà, c'est cool aussi, quoi. Je pensais aussi ce type. C'est que Michael Jordan dit oui, Max avait une grande influence. Voilà, ça c'est bien aussi. Moi, il y a personne comme ça qui me viendrait à l'esprit. Je suis pas un groupie, voilà. Je suis pas tellement groupie que je m'en fous. J'ai pas d'admiration je suis pas le genre de personne qui porte une admiration particulière pour quelqu'un. Voilà. Auch nie gehabt. Ah oui, bon, oui, quand j'étais plus jeune, oui, j'aimais bien les Cure ou quelque chose, voilà, ce type de musique. Mais sans plus, non, ouais. Okay. C'est bizarre? Nee, gut nicht. Also die Menschen, die natürlich immer gucken, sich mit anderen zu vergleichen. Lo nicht, mein Opa hat mir großen Auto, ich will noch mehr großen Auto holen. Mit die vielleicht so ein mit 28 Jahren gucken schlo, ob Person XY, die dann das schon erreicht, das ist das rein theoretisch möglich, ich will das auch gerne haben. Und das irgendwie als eine Art Motivation. Moi, je peux dire deux choses marrantes. Enfin, quand j'étais petit, je regardais avec beaucoup d'angoisse les gens qui avaient beaucoup de travail. Une fois, je me souviens, j'avais pris l'avion avec ma mère et je voyais un monsieur qui travaillait sur plein de dossiers, qui était tout le temps occupé. J'avais dit à ma mère, oh, le pauvre monsieur, là, il travaille comme un dingue, ça doit être très difficile, ça. Et maintenant, je vois qu'aujourd'hui, je suis ce monsieur parce que j'ai trop de travail, quoi. Et je suis en train d'atteindre ce que j'aurais jamais voulu atteindre, c'est-à-dire d'avoir trop d'engagement en même temps. Mais bon, c'est une phase de la vie. Mais je pense, oui, ce côté,
voir un peu l'autre, ressembler à quelqu'un d'autre, avoir ça c'est plus dans l'adolescence que j'avais ça. Et si on rentre un peu dans des parcours de vie un peu personnels, moi j'étais à l'école française ici et j'étais un peu italien aussi parce que ma mère est italienne. Alors il y avait les jeunes de l'école européenne qui étaient toujours habillés très à la mode. C'était la mode, soi-disant des paninari. Donc, ils mettaient un certain type de veste, ils mettaient les chaussures Timberland, ils mettaient la ceinture El Chadre. Et donc, pour nous, c'était un peu à l'époque, je parle des années 80, 90, les Italiens de l'école européenne, c'était un peu les idoles, le mythe auquel on voulait ressembler. Maintenant, avec le temps, c'est évidemment ridicule, quoi, mais il y avait ces effets de mode, mais je pense que c'est surtout, plus pendant l'adolescence. Raphael hat vir kurz so geschwart. Smartwählen.lu. Eng Website, die net immer vun Echtwähler soll genutzt gin, me dem ganze Land hölfe soll, Informationen zu Parteien a Kandidatiden zu kreen. Wenn dir Smartwählen.lu noch nie sollt benutzt tun, weil der entweder Echtwähler sieht oder einfach nicht davon erwusst, da könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie Frohbau, den ihr dann ausfüllt und wenn er fertig sieht, wird innerhalb von paar Sekunden geprüft, wer KandidatInnen und Parteien am allermeisten mit ihren Antworten korrelieren. Auch für die nächsten Sommerwahlen ist den Smartwähler geplant und der Raphael, den ist zwar das Lützeburg Brain hat im Programm, aber erfunden hat das aber nicht. Oui, non, c'est moi qui l'ai amené au Luxembourg, mais c'est pas moi qui ai inventé le système. Okay. Le système a été inventé aux Pays-Bas il y a longtemps, même avant l'existence d'Internet, avec des floppy disks. Et puis on a importé le système qui était développé en Suisse, qui s'appelle Smart Vote. Et nous on l'a transformé en Smart Wählen aussi parce qu'on nous a piqué. Au début, ça s'appelait smartvote.lu, et puis ça a été piqué parce que j'avais oublié de renouveler, donc on a dû changer le nom, et maintenant ça s'appelle smartwählen.lu. Donc oui, c'est moi, avec mes collègues Patrick Dumont et aussi Philippe Poirier, qui avions emmené la première fois Smartwählen au Luxembourg, et je dois dire que ça a eu tout de suite un très très grand succès, et ça continue à avoir beaucoup de succès, ce qui démontre que ça répond vraiment à une demande de la population, parce que on peut développer des plateformes, il y a plein de plateformes qui sont développées, mais il y en a une sur 100 qui a du succès. Et ça, c'est le truc, c'est de voir quelle est la plateforme qui répond à une vraie demande de la société. Et je crois qu'avec Smartwählen, on a vraiment su trouver la plateforme qui répondait à un manque dans le besoin d'information que les électeurs luxembourgeois avaient. Sicherlich, weil also ich sehe echt deutscher Kultur opgewusst, auch deutsche Medien. Und da gibt ja schon immer der Wahlomat. Ja. Gefühlt schon immer. Also natürlich gibt es noch irgendwann einen Erfund. Und wie du uns Smart Wählen endlich kommst, manchmal gibt es viele Leute, die gesagt haben, boah, endlich. Das wäre doch ganz zu Lützeburg machen. Aber gleichzeitig gibt es auch Kritiker, die gesagt haben, puh, das ist ja cool, dass das noch gibt, aber was geschieht eigentlich mit den Daten? Hast du eine Kritik, die auch oft und ihr ruhig gouf, weil das so aber bist sensibel, wenn ihr guckt, was dann alle Lützebäuer da so Welt wählen. Oui, non, tout à fait. C'est une critique tout à fait justifiée qu'on a eue, et nous, on garantit l'anonymité des données, et de toute façon, on transfère pas les données à personne, parce que c'est effectivement des données sensibles. D'où l'intérêt, à mon avis, que ce type d'instrument soit développé par des institutions comme l'université, comme le gouvernement. Nous, on l'a développé dernièrement avec le Center für politische Bildung, parce que voilà, on est des institutions crédibles, et c'est clair que nous, on va jamais vendre ces données dans quelque forme que ce soit à des partis politiques ou aux Russes, par exemple, ou aux Chinois. Non, mais vous rigolez, mais ça, c'est des données, par exemple, que des régimes même externes seraient super intéressés, parce qu'après ils pourraient profiler les utilisateurs et pourraient envoyer des messages qui déstabilisent nos démocraties. Donc ça, c'est un peu leur objectif. Donc oui, je suis tout à fait conscient que ces données sont extrêmement sensibles, et on a eu aussi des plaintes, des requêtes. La commission de la protection des données est venue vers nous, et voilà, nous on a toujours montré patte blanche par rapport à ça. Vielen Dank für diesen